Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Droit privé et sciences criminelles. Droit privé et sciences criminelles. Collection dirigée par Yves Strickler. Créée fin 2011 par Yves Strickler et le Centre d'études et de recherche en droit privé, devenu le Centre d'études et de recherche en droit des procédures en 2013, de la Faculté de droit et sciences politiques de Nice. La présente collection a pour vocation principale de publier des ouvrages en liaison avec le thème retenu pour dénomination de la collection. Cette dernière rassemble des recherches originales, tirées notamment de travaux de recherche, de manifestations scientifiques ainsi que d'ouvrages collectifs sur les interrogations actuelles que rencontre la science juridique, spécialement dans le domaine du droit privé et des sciences criminelles. Dernière parution. L'action civile en droit pénal des affaires, dire. Coralie Ambroise Castero, août 2021, 140 pp. Les juridictions au cœur des interactions sociales. Approche franco-russe, dire. Xavier Latour et Anne-Sophie Siève-Guillemin, avril 2021, 184 pp. Le renouveau du droit des obligations. Perspective franco-japonaise, dire. Gaël Chantepie, Mathias Latina, Aya Osawa, septembre 2020, 208 pp. Le droit et la science politique à l'épreuve des crises du XXIe siècle, dire. Niels Monnery et Chloé Ponzo, juillet 2020, 192 pp. Nouvelle procédure civile, nouvelle pratique professionnelle? Bilan et perspective, dire. Nathalie Fricero et Marie-Cécile Lasserre, juin 2020, 176 pp. Équilibresse et déséquilibresse en droit, regard croisé droit et gestion, dire. Anne-Sophie Siève-Guillemin, Alexandra Bell, Cédric Chapelle, Caroline Fabre, mai 2020, 260 pp. Les difficultés des petites entreprises, regard croisé droit et gestion, dire. Gulson Yildirim et Alain Rivet, mai 2020, 184 pp. Les sanctions de l'inexécution après la réforme du droit des contrats, Louise Bottin, mai 2020, 152 pp. Presse et procès pénal, dire. Christine Courtin, Fabienne Guelfi et Cédric Portron, février 2020, 280 pp. Université et prétoire, mélange en l'honneur de Monsieur le professeur Claude Linard, dire. Isabelle Corpart, Caroline Lacroix et Marie-France Steinley-Feuerbach, janvier 2020, 422 pp. Comité de lecture, professeur Yves Strickler, président, professeur. Nathalie Fricero, Madame Laetitia Anthony, NICOCHIN, MCFHDR, Madame Christine Courtin, MCFHDR, professeur. Christine Pina, professeur. Pierre-Michel Lecor. Responsable scientifique. Responsable scientifique. Pascal Oudot. Laurent Sebag. Auteur. Julie Gadiolllet, vice-présidente en charge de la coordination du tribunal pour enfants de Draguignan. Laurent Gebler, président de la Chambre spéciale des mineurs, CA Paris, président de l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille. Laurence Lanata, directrice territoriale de la PJJ du Var. Christine Lazerge, professeure émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Sylvie Motte, présidente du TJ de Toulon. Anne Noualletbrosssault, psychiatre des hôpitaux, expert près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, diplôme de criminologie Université Paris Descartes et de criminologie renforcée UT-Capitole. Pascal Oudot, MCFHDR, directeur du CERC et A3164, Faculté de droit de Toulon. Hortense Pin, substitute des mineurs au parquet de Toulon. Laurent Sebag, président de chambre au TJ Toulon, co-directeur de la préparation au concours d'accès à l'ENM près l'Université de Toulon. Odile Simonin, avocate au barreau de Toulon. Aquila Talebkarlsson, MCF, Université de Toulon. CDPC UMR 7318 DICE, vice-doyenne déléguée aux relations internationales, Faculté de droit de Toulon. Avant-propos, Pascal Oudot et Laurent Sebag. Un enfant mal éduqué est un délinquant bien formé. Théodore Coudy. Lorsque nous avons pris connaissance du Code de la justice pénale des mineurs, il nous est immédiatement apparu que ce dernier ne répondait pas simplement à la nécessité organisationnelle d'une codification à droit constant,
procédé très en vogue pour mettre de l'ordre dans notre ordonnancement juridique. Cette codification était de toute manière d'autant plus opportune que le droit pénal de la minorité, souvent faussement résumé à la seule ordonnance du 2 février 1945, était un droit jusqu'alors totalement éparpillé, reflétant de la sorte le peu d'intérêt du législateur pour ce sujet de droit bien particulier qu'est l'enfant et sans doute aussi son malaise de devoir traiter cette alliance apparemment contre nature entre un être si vulnérable et sa singulière capacité à devenir, lui aussi, auteur de crimes ou de délits. Le Code de la justice pénale des mineurs se voulait être, aux yeux de son concepteur, révolutionnaire dans les modalités de prise en charge, la procédure et les réponses apportées à la délinquance des mineurs. Force est de constater que c'est un objectif partiellement atteint et encore, pas là où on l'attendait. À bien des égards, les réponses apportées, les principes consacrés sont les mêmes que ceux qui jalonnaient le procès pénal du mineur de l'ordonnance de 1945. Cependant, sous l'influence d'un prisme du temps rénové et de l'interversion de certaines phases procédurales, l'équilibre du procès pénal du mineur en a été bouleversé et pas que pour lui, pour les tiers aussi. En outre, les cartes ont été rebattues et l'artisan du procès n'est plus le juge des enfants. Il demeure certes le spécialiste de la justice du mineur promu, tel Janus, à en être son protecteur et son correcteur, mais il n'est plus l'artisan de cette correction. Il aurait pu sembler pertinent d'attendre les premières applications de ce nouveau code pour réfléchir à son impact sur la physionomie de la justice pénale des mineurs, et au besoin, crier aux abois. Mais la perspective prospective qui permet de mettre en évidence, avant la pratique, les inconvénients d'un nouveau système peut aider à engommer les imperfections en mettant en garde ses exécutants. C'est la raison pour laquelle il était inconcevable que ce colloque ne soit pas le théâtre d'un regard croisé préalable de tous ces praticiens, universitaires, magistrats, avocats, éducateurs, médecins, aux fins de préparer la mise en œuvre de ce nouvel outil de justice. La réforme de la justice pénale des mineurs. Propos introductifs sur le pilotage d'une juridiction. Face à la mise en œuvre de la réforme, Sylvie Motte, présidente du tribunal judiciaire de Toulon. Nous sommes réunis aujourd'hui dans une agora, comme dans la Grèce ancienne, plus particulièrement à Athènes. Nous constituons déjà une assemblée de citoyens, mais surtout une assemblée de professionnels du droit, d'universitaires, d'avocats, d'étudiants notamment. Vous êtes tous des gens de culture aussi. Je vais dans mes propos introductifs questionner une date, 399 avant JC. Cette date renvoie à un événement qui a marqué les temps, les siècles et qui a donné lieu à des controverses, à des joutes intellectuelles, à des polémiques, mais également à une réécriture de l'histoire. Pourquoi vous parlez de Socrate 1 ? Parce qu'il est philosophe, et que le philosophe partage avec l'enfant ce même étonnement devant le monde. Ils ont en commun cette capacité à questionner et à franchir dans une forme de rébellion ou de résistance, la limite, la règle, la loi pour l'enfant adolescent, ou encore les idées reçues pour le philosophe. Aujourd'hui, il est question de la réforme de la justice pénale des mineurs, donc du procès 2. Si nous savons peu de choses du droit athénien, nous savons à l'inverse qu'il existait déjà une césure dans le procès pénal. Socrate était poursuivi pour impiété et corruption de jeunes gens. Il a comparu devant un tribunal composé de 501 juges dont la majorité s'est prononcée, 260 voix sur 500 ou 501 pour sa culpabilité. Ensuite, conformément à la procédure athénienne, l'accusateur, personne privée, en l'occurrence Méléto, a proposé comme sanction la peine de mort. Socrate aurait dû faire une contre-proposition et demander l'exil. À cette époque, l'histoire et la philosophie n'étaient pas des disciplines distinctes. Écoutons d'abord Platon. Dans ses écrits, il indique que Socrate a fait comme contre-proposition d'être nourri au prytanée, privilège réservé aux bienfaiteurs de la cité, ce qui constituait une forme de provocation. Puis il s'est rétracté et il a proposé une amende que Platon était prêt à garantir. D'après Xénophon, Socrate n'a pas fait de contre-proposition, ce qui l'a conduit à la mort qui a été votée par 360 voix. Socrate s'est donc inscrit dans une défense de rupture. Ces propos introductifs permettent de rappeler combien la justice, le droit et la procédure constituent une préoccupation des sociétés. Dans ce procès, il est déjà question de la césure.
La réforme de la justice pénale des mineurs conforte les grands principes de l'ordonnance du 2 février 1945, à savoir la primauté de l'éducatif, la limitation du recours à la détention provisoire, la spécialisation des juridictions 1S pour mineurs, l'atténuation de la responsabilité pénale. Et elle inscrit dans le texte la présomption de non-discernement pour les mineurs de moins de 13 ans. À cet égard, je rappelle les discussions au sein de l'Assemblée nationale, les parlementaires définissant les contours de la notion d'enfant et de celle de minorité. La notion d'enfant renvoie à une étape dans le développement de l'être humain, tandis que la minorité renvoie à l'état civil. C'est ainsi que le juge des enfants est resté nommé juge des enfants, tout comme le tribunal pour enfants. La réforme acte enfin le principe de la césure entre le prononcé sur la culpabilité et le prononcé de la sanction. Ceci étant dit, sachant que les débats permettront d'approfondir ces sujets, je vais rester sur des considérations assez pratiques. Je vais donc exposer ce qu'est un tribunal pour enfants dans un ressort qui est celui du tribunal judiciaire de Toulon, et comment on met en œuvre une réforme dans le contexte propre à cette juridiction. 2. 1. Le contexte du tribunal pour enfants de Toulon. Je ne voudrais pas en effet que les universitaires et le public ici présent soient, à l'instar des politiques notamment, éloignés des considérations pratiques qui sont les nôtres. Le tribunal judiciaire de Toulon a un ressort qui compte 550 000 habitants approximativement. La circulaire de localisation des emplois fixe à 42 le nombre de magistrats du siège, parmi lesquels 4 emplois de juges des enfants. Sont à côté de ces 4 juges des enfants des personnels de greffe, greffiers et adjoints administratifs, soit 8,40 TPT. 2 substituts du procureur de la République exercent leurs attributions à la tête du parquet des mineurs. Ils interviennent dans le champ des mineurs et de la famille, et couvrent le domaine des violences intrafamiliales. L'histoire du tribunal pour enfants de Toulon révèle une vacance de poste de juge des enfants, qui s'est durablement installée. À ce jour, un poste est vacant, mais la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a consenti la délégation d'un juge placé. En janvier 2022, ce poste sera toujours vacant et un heureux avènement touchant l'une des juges des enfants va se traduire par une absence de 4 mois au moins. Finalement, ce sont 2 juges placés qui seront délégués pour 4 mois. La démonstration est faite qu'en termes de ressources humaines, la mise en œuvre de la réforme qui se traduit par un doublement des audiences du tribunal pour enfants communément appelé TPE, risque d'être difficile. Il faudra compter une fois de plus sur la bonne volonté des magistrats et des fonctionnaires, et la compréhension des professionnels du droit. Madame la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, ici présente, vous livrera peut-être les mêmes difficultés qu'elle rencontre dans son administration. Je me dois cependant de rappeler que cette réforme s'est faite au plan national, avec la création de 500 postes de juges des enfants, d'un peu plus de 400 postes de fonctionnaires et le recrutement de juristes assistants et de contractuels B. Nous avons pu recruter pour le tribunal pour enfants de Toulon une juriste assistante et un contractuel B. 2. La mise en œuvre de la réforme. J'ai évoqué à l'instant les principes fondateurs de l'ordonnance du 2 février 1945, qui ont été réaffirmés dans le nouveau texte. Je voudrais cependant faire un point sur un concept qui a été profondément modifié, celui de la temporalité. Sous le régime de l'ordonnance de 1945, une fois le juge des enfants saisi d'une procédure de délinquance, il avait toute latitude pour gérer dans le temps le dossier de délinquance qui pouvait être doublé d'un dossier d'assistance éducative. La construction psychique de l'enfant et de l'adolescent se fait dans le temps. Un enfant de 14 ans ne va pas appréhender de la même façon l'audience chez le juge des enfants que celui qui a 16 ans. Ainsi, dans cette pratique, le juge des enfants fixait le jugement des procédures dans un temps qui pouvait être éloigné de celui de la commission des faits. Les victimes patientaient. Dans le cadre de la réforme, des délais sont fixés, à savoir 3 mois pour l'audience de culpabilité, puis de 6 à 9 mois pour l'audience de sanction. Aucune sanction ne s'attache au non-respect de ces délais. Heureusement. Le contexte tel que je l'ai décrit supra en termes de ressources humaines, qui s'est considérablement dégradé ces 20 dernières années,
a conduit les juges des enfants à privilégier le traitement de l'assistance éducative, c'est-à-dire l'enfance en danger, la moyenne étant de 350 dossiers d'assistance éducative en cours par cabinet. Ainsi, lors de la préparation de la forme, il s'est avéré qu'au tribunal pour enfants de Toulon 700 procédures étaient en attente de traitement et certaines d'entre elles en limite de prescription. La réforme demandait cependant aux juges des enfants de traiter dans un délai contraint ces procédures, de manière à n'avoir à traiter que les nouvelles procédures à compter de 30 septembre 2021. Les juges des enfants et des magistrats du parquet ont fait un remarquable travail de tri ramenant à 400 dossiers environ le stock de procédures à traiter. Les magistrats du parquet se sont orientés vers les alternatives aux poursuites et les classements sans suite, pour ramener ce stock à de plus justes proportions. Aujourd'hui, cela a été confirmé lors du dernier comité de pilotage mis en place à la faveur de cette réforme. Les magistrats du tribunal pour enfants ont la situation en main et sont engagés avec sérénité dans ce qu'on peut appeler de nouvelles pratiques. La loi est parfaite, mais pas complètement dans la mesure où de nombreuses questions juridiques restent en suspens. Les comités de pilotage permettent de définir des réponses dans l'attente d'une confirmation par la jurisprudence ou des notes ou encore des circulaires de l'administration centrale. Les foires aux questions et les listes de discussion des magistrats spécialisés permettent également d'obtenir des réponses à ces vides juridiques. 1 Paulin ISMARD, l'événement Socrate, collection Champ Histoire Flammarion 2017. 2 Assemblée nationale, numéro 3637. Rapport fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi après l'engagement de la procédure accélérée, ratifiant l'ordonnance 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs par M. Jean Terlier, député. Présentation générale de la réforme, Laurent Sebag, vice-président du tribunal judiciaire de Toulon, enseignante associée à l'Université de Toulon. Depuis le 30 septembre dernier, les mineurs de ce pays sont poursuivis sur la base d'un code de justice pénale des mineurs et plus de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, reléguée après 76 ans de loyaux services, mais était-il bon ? Si l'on peut être surpris par le moment choisi et le contexte précipité de cette réforme qui a été votée au terme d'un débat accéléré via les ordonnances de l'article 38 de la Constitution, ne serait-ce que parce qu'il n'était pas évident que les conditions constitutionnelles en fussent réunies, en particulier celle de l'urgence, il n'est pas contestable qu'un besoin criant de lisibilité du droit pénal de la minorité se faisait sentir aussi bien pour les praticiens que la famille du mineur. Ce code structuré selon un plan en 8 parties, construit autour d'un ensemble de dispositions spécifiques aux mineurs se déclinant en une partie législative puis réglementaire, portée par la symbolique d'une idée par article, est l'héritier de la constitutionnalisation du droit pénal de la minorité qui a largement inspiré les débats parlementaires à son origine. Il est aussi le témoin du caractère auto-exécutoire d'une partie de la Convention internationale des droits de l'enfant. Les articles 9 et 10 de l'ordonnance numéro 2019-950 du 11 septembre 2019 ont réglé l'organisation du procès pénal du mineur pendant la période transitoire. Jusqu'au 29 septembre 2021 inclus, les poursuites, le stock et les COPJ en cours ont été traités jusqu'à la fin du dossier sous l'ordonnance de 1945. À compter du 30 septembre 2021, toutes les poursuites ont été traitées sous l'empire du Code de justice pénale des mineurs. Cette frontière facile à définir sur le principe ne manque pas d'être plus hasardeuse lorsqu'il s'agit de l'appliquer à certaines exceptions de procédure. Cependant, on peut retenir qu'en application du principe de rétroactivité des lois pénales plus douces, depuis le 30 septembre 2021, la présomption de non-discernement est applicable à toutes les procédures en cours nonobstant les dates des faits et de la poursuite. Au nom du même principe général, à compter du 30 septembre, il faut apprécier dans le cadre des mesures de sûreté pour les dossiers sous l'empire de l'ordonnance de 1945 si les dispositions dont s'agit ne sont pas plus favorables sous l'empire du Code de justice pénale des mineurs, auquel cas il trouve à s'appliquer. Il faut savoir par ailleurs que les dispositions législatives et réglementaires en matière de droit pénal et de procédure pénale, notamment celles du Code pénal et du Code de procédure pénale,
sont applicables aux mineurs, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par les dispositions du Code de justice pénale des mineurs 2. La nouvelle justice pénale des mineurs issue de la codification est le fruit de plusieurs constats touchant aux particularités de la délinquance des mineurs. Contrairement à ce que l'on pourrait penser et qui est souvent travesti par les médias et les discours politiques, la part des mineurs dans la délinquance est stable depuis plus de 10 ans. De la sorte, 13% seulement des actes délinquentiels sont commis par des mineurs. Seule la nature des infractions commises par les mineurs a quelque peu évolué, mais toutefois pas dans des proportions considérables. Ainsi, entre 2010 et 2020, les vols ont baissé de 17%, de même que les affaires en lien avec les stupéfiants ont diminué de 13%, là où en revanche, les crimes et délits contre les personnes ont augmenté de 10%, démontrant un recours plus fréquent à la violence, sans doute corrélé à une perte de repères des adolescents, laquelle est pas dénuée de lien avec les difficultés éducatives parentales induites par une crise économique qui touche tout le monde, mais sans doute davantage encore, les familles pauvres et monoparentales. Elle est aussi à mettre en lien avec la physionomie contemporaine du procès pénal du mineur, ponctuée d'une certaine longueur. Je ne dirais pas lenteur, parce que cela induirait une critique sur la productivité des juges des enfants, et ce champ sémantique au-delà d'être foncièrement inapplicable à un service public, serait d'autant plus inapproprié qu'en sciences économiques, la productivité tient compte aussi des moyens alloués aux travailleurs, c'est-à-dire qu'elle ne s'apprécie pas qu'à l'aune du travail fourni. Elle prend en considération le capital apporté, et pour ce qui est du capital consacré à la justice française par ses gouvernants, il est assez ténu. 4. Cette longueur du procès pénal du mineur se ressent à l'annonce des chiffres suivants. 18 mois sont nécessaires pour juger un mineur à partir de l'engagement des poursuites jusqu'à la réponse, voire 20 mois pendant la crise sanitaire. 45% des affaires sont jugées après que le mineur a atteint la majorité civile et plus de 800 des mineurs détenus, soit 84%, le sont sous le régime de la détention provisoire dans attente de leur jugement. 5. Cela complexifie le suivi judiciaire et éducatif du mineur et de sa famille, contribuant à une perte de visibilité de la procédure, pour les professionnels comme pour la victime. Ce n'est donc pas uniquement parce que l'ordonnance numéro 45A174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante était devenue illisible de tous, au terme de 50 modifications successives, que le droit pénal des mineurs a été réformé. Il l'a été aussi et surtout parce que les chiffres évoqués nécessitaient à la fois de juger plus rapidement les mineurs, justiciables en développement pour lesquels le cours du temps, notion très relative à leurs yeux, est un facteur de mauvaise compréhension du sens de la décision pénale, et de clarifier le régime des poursuites de l'enfance délinquante pour être plus efficace. 2. Dans cette perspective de quête d'une justice pénale plus rapide, le Dr Anne-Noël Brosso pourra certainement nous éclairer cet après-midi sur la spécificité de la temporalité de la vie psychique de l'enfant et sans doute, son extrême porosité à la relativité du temps qui passe. Dans la recherche d'une justice plus efficace, nous verrons au travers de la contribution de Odile Simonin, comment le législateur a érigé en principe la continuité de l'intervention de l'avocat aux côtés du mineur délinquant. 6. Avant de nous aventurer au cœur de ce qui a changé avec le Code de la justice pénale des mineurs, il convient de rappeler que nombre de principes philosophiques et modes d'organisation n'ont pas varié. À titre d'exemple. 1. L'âge de la majorité pénale reste à 18 ans, seuil à partir duquel le droit pénal des mineurs disparaît au profit d'une justice pénale de droit commun, le droit français ne prévoyant pas de droit particulier pour les jeunes majeurs leur permettant de bénéficier des spécificités du droit des mineurs, comme ce peut être le cas en Allemagne ou aux Pays-Bas. 2. Les grands principes directeurs du droit pénal de l'enfance initiés par l'ordonnance du 2 février 1945 sont repris et consacrés via la codification. L'atténuation de la responsabilité pénale du mineur. 7. En ce que la sanction encourue est fonction de l'âge du mineur au moment des faits. 8. La spécialisation de la justice des mineurs. 9. Le juge des enfants conservant sa double compétence en assistance éducative et pour juger les mineurs délinquants tout en respectant la décision du Conseil constitutionnel sur l'impartialité du juge des enfants, en accentuant la spécialisation des acteurs par celle du juge des libertés et de la détention. 10.
le juge des enfants n'assumant plus jamais le placement en détention provisoire comme il pouvait le faire dans le cadre de L'. Ancienne procédure de présentation immédiate aujourd'hui disparue. La primauté de l'action éducative sur le volet répressif qui doit demeurer subsidiaire. 11. Une peine ne pouvant être prononcée par exception que si la mesure éducative est insuffisante, et ce, en vue de la réinsertion du mineur et la construction de sa personnalité, à l'instar de la philosophie de justice portée par les règles de Beijing adoptées par l'Assemblée générale des Nations unies le 29 novembre 1985 concernant l'administration de la justice pour mineurs. La publicité restreinte des débats tels que rappelés à l'article L12A3 du CJPM. 3. Une audience unique sur la culpabilité et la sanction, donc sans césure pour les mineurs récidivistes, soit devant le juge des enfants s'il se considère suffisamment informé sur la personnalité du mineur, soit devant le tribunal pour enfants directement saisi par le parquet à l'issue du déferment lorsque cumulativement. Conditions de peine encourue. Si une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à 5 ans est encourue par un mineur de 13 à 16 ans, ou supérieure ou égale à 3 ans par un mineur de plus de 16 ans. Une des conditions suivantes. Soit existe un antécédent, mesure éducative, MJIE, mesure de sûreté, déclaration de culpabilité, peine, et le tribunal dispose d'un rapport de personnalité de moins d'1 an, soit le mineur est poursuivi. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.